Bon vendredi tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi où vous voyez les meilleurs moments de nos intervenants dans toute liberté et également quelques snippets de contenu exclusif uniquement réservé au Patreon de Yann et Frank. On commence immédiatement avec notre cher ami de la Côte-du-Sud, José Soucy, qui nous apprend en primeur que le PQ fait désormais des consultations depuis très peu afin d'écouter ce que la dite droite de Québec aurait à dire. Il tend l'oreille. Oui, mais il faut changer la mentalité. Pour accéder à l'indépendance du Québec, il faut vraiment renverser la vapeur. Il faut arrêter d'être des victimes, il faut commencer à gagner. Et là, la clé. Il faut assurer notre survie également collectivement. Là est mon point. On peut parler de dédoublement, de toutes sortes de choses, notamment de la bonne gestion des affaires publiques, et là-dessus, tu as raison. Mais en bout de ligne, c'est notre survie dont on parle. Du moins, à mon sens. Là. Oui, mais l'affaire, c'est le problème, c'est que c'est pas juste une question de le gars c'est pas compté ou le gars, pendant 10 ans, a mal géré le Québec, c'est que c'est un fucking cancer qu'on vit, là, via ce modèle défaillant-là que ne sert purement et simplement qu'à rentrer... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord, mais en même temps, est-ce qu'on peut parler d'indépendance sans pour autant s'associer avec ce modèle qui est dépassé, qui est désuet? Là est mon point. Ça revient à ce que je te dis à toutes les fois que je passe à ton émission, tant et aussi longtemps que le Parti québécois sera trop à gauche de centre-gauche ou trop près de Québec solidaire, il n'arrivera jamais à l'indépendance. Et moi-même, en étant nationaliste indépendantiste, je ne pourrais embarquer dans ce projet. Moi non plus, c'est ça. On pense pareil. C'est juste qu'il faut changer la vision de l'État québécois. Il faut que le Parti québécois se rende qu'il faut qu'il change son approche de la politique. Il faut qu'il arrête d'écouter les médias de gauche. De toute manière, si tu regardes l'Empire québécois, notamment à Cube Radio, ils sont complètement en train de changer de base du côté des finances publiques. Là. Ils se rendent bien compte, j'écoutais récemment Dutrisac et Martineau, ou même Mario Dumont, puis ils se rendent compte que c'est une faillite totale. Ils ne sont pas capables à temps plein non plus. Personnellement, ils sont en retard. Là. Ça fait genre peut-être 2 ans. Là. Oui, ça, tout le tour, tout late. Je peux pas m'obstiner là-dessus. Dutrisac, en 2024, s'est rendu compte que le modèle québécois était scrap. Ben, bravo, champion, veux-tu une médaille? Oui, mais au moins, il se rend compte. Je sais que ça va pas à la vitesse dont on aimerait que ça aille. Mais tu sais, en politique, oublie jamais une chose, qu'on additionne, on ne soustrait pas. Et si tu veux faire l'indépendance, il faut que tu additionnes. Et pour additionner, il faut que tu changes ta stratégie. Actuellement, au PQ, il y a une stratégie d'exclusion. Tout ce qui est à droite du centre, il est tasse. Faites pas ça. C'est sûr que si vous agissez de la sorte, vous allez vous péter la margoulette. Mais en même temps, Boc-Côté avait raison. Il faut que tu ailles chercher tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens de gauche qui sont pour l'indépendance. Il faut que tu les amènes. Ensuite de ça, c'est les gens de droite le problème. Parce que les gens de droite, actuellement, ne sont pas du côté du Parti québécois ou peu. Tu sais, comme moi qui est un indépendantiste, mais qui a une mentalité plus conservatrice à droite, je me retrouve pas actuellement au Parti québécois. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. C'est aussi longtemps que vous allez agir de la sorte et que vous allez lever le nez sur les gens qui sont plus à droite, plus conservateurs, même voire plus traditionnels, vous n'arriverez jamais à l'indépendance. Est-ce que demain matin, un gars comme Lucien Bouchard pourrait être le chef du Parti québécois? Non. Tant aussi longtemps qu'ils vont rester dans cette même trajectoire-là. Même à l'âge qu'il a, j'aimerais que ce soit lui. Non, mais c'est sûr, on avait un bonhomme, tu sais, là. Je veux dire, avec le recul, on a déjà parlé amplement. Lucien Bouchard était tout un homme d'État. Je te dis un scoop aujourd'hui. Je sais que le PQ, notamment dans Québec et Chaudière-Appalaches, sont en train de tenter le terrain pour ceux qui pensent comme moi, c'est-à-dire qui ont des idées plus à droite, mais qui sont indépendantistes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent des changements, qu'ils procèdent à des changements, parce que souviens-toi au référendum de 95, les gens de Québec n'ont pas voté majoritairement pour l'indépendance. On pourrait décortiquer ça à un moment donné, c'est clair. Moi, à mon sens, il y a l'histoire des Nordiques de Québec et l'impact d'André Arthur sur les ondes de radio qui ont fait en sorte que le oui n'a pas si monté comme il devait monter. Ceci étant dit, si tu exclus les gens de Québec de l'équation pour l'indépendance du Québec, tu n'arriveras jamais à l'indépendance. Et c'est sûr qu'on va le perdre, ce référendum-là. Et si on le perd, là-dessus, Éric Duhaime va avoir raison, c'est-à-dire qu'on va s'affaiblir. En contrepartie, ce que Boc a raison, c'est lorsqu'il demande à Éric Duhaime s'il y avait un référendum, tu voterais pour qui? De ce que j'ai compris, Éric Duhaime, là, qui se dit nationaliste, il militerait dans le camp du non. Il deviendrait de facto fédéraliste. Il aiderait à sa façon à faire échouer le projet indépendantiste. Regarde là ce qui se passe dans la population. Regarde, ou ben non, écoute ce qui se passe davantage. Et les gens se rendent bien compte que ça fonctionne plus. T'as vu la vidéo passée, ou la vidéo plutôt passée sur le gars de Salvatore, qui a dit que c'est supposé coûter 1 million, lui il parle de 69 millions, quelque chose de même, alors qu'on se rapproche davantage du demi-milliard. Et les gens là se rendent compte que ça ne fonctionne plus l'État-providence.
concurrence et qu'on doit donner un coup de barre. Maintenant, de quelle manière on va donner le coup de barre? Il y a une façon de l'emmener, il y a une façon marketing aussi de faire les choses. Et en passant, c'est pas en faisant des TikTok de sauce fufu graine ou je sais pas quoi, là. Fufu sauce graine. Fufu sauce graine, que tu vas aller chercher des appuis avec ça. Je veux dire, c'est complètement good job ridicule. Pour le restaurant, en passant, ils sont devenus ultra populaires à la suite de ce TikTok. Oui, tant mieux pour le restaurant, mais pour l'État québécois, ça a donné quoi? Ça a donné quoi, ça? Tu sais, puis rappelle-toi une chose, je fais une petite aparté, là. La sauce graine fufu, là. Bon, OK. C'est pas, tu sais, ça fait penser un peu lorsque François Legault est avec des pommes, des bananes, puis il essaie d'expliquer aux gens une connerie, là. Je veux dire, c'est qui le gars au com qui pense à ces niaiseries-là? Tu sais, juste le terme, là, fufu, sauce graine, là, tu sais, juste ça aurait dû allumer le numéro, dis-moi, je suis pas certain. Hey, si t'avais entendu Martineau et sa femme à Cube Radio faire des jeux de mots avec ça, ça ne finissait plus. Et avec raison. On voit qu'ils méritent leur salaire et tellement de gens les écoutent, ces gens-là. Mais j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup plus de gens. Le pourcentage pour le oui serait beaucoup plus élevé si le Québec serait dans la même situation économique présentement que l'Alberta. Tu sais, qui n'aurait pas les doigts, excuse-moi, mais les doigts dans le cul, qui serait mais pas. Ça, c'est vrai. Qui exploiterait leurs ressources naturelles, tu sais, qui montrait justement par des exemples, parce que c'est pas juste une question de chiffres puis d'économie, va avoir plus d'argent dans nos poches. Oui, il y a ça. Ouais. Mais c'est de montrer que tu vois grand, que tu es capable de développer. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça que je parlais aussi dans le podcast avec mon épisode avec José Arsenault, c'est que je disais, tout est relié à ça. La francisation des immigrants, c'est relié à ça aussi. Tu sais, je donnais l'exemple que moi, la culture japonaise m'intéresse, puis ça me donnerait le goût d'apprendre le japonais. Tu sais, on parle d'une nation qui est quand même loin, qui est complètement différente de la nôtre, mais tu sais, on se demande des fois pourquoi les immigrants, je comprends qu'il y a le côté que l'anglais est la langue internationale, puis que c'est celle que tu veux prioriser. À la limite, je les blâme quasiment à moitié, les immigrants qui viennent ici ne apprennent pas le français. De un, parce que justement, la majorité des fonds que le fédéral nous envoie en francisation, le Québec s'en sert pas pour franciser, fait qu'il y a déjà une part là-dedans qui aurait pas de notre faute. De deux, faut me traiter de Québec bâcheur là-dessus, là, mais une société qui dénigre à ce point-là la liberté, une société qui est tellement peureuse de tellement de trucs, où c'est que tout le monde est couché à quasiment 9 heures le soir, qu'il n'y a quasiment pas de vie nocturne, qui se sent pas fier d'elle-même, parce que pour nous autres au Québec, être fier, c'est de subventionner à côté une culture québécoise quasiment artificielle, que personne ou presque écoute, parce que tu sais, t'as le goût d'apprendre une langue, d'une culture ou d'une nation, que tu dis, hey, ça a l'air donc bien le fun d'être dans cette gang-là, j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui se passe. On n'émane pas ça. Au contraire, on émane l'inverse. On émane une gang de peureux, une gang de... Oui, je comprends qu'ils ont peur de disparaître, puis ça, c'est légitime, puis je suis 100% d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que cette peur de disparaître-là nous a englobés. Elle fait partie de nos vies, parce qu'on ne voit que ça. La simple autocritique nous fait traiter justement de Québec bâcheur ou d'ethno-masochistes, alors que justement, au contraire, on va dire comme le roi Arthur dans Camelot, sortez-vous les doigts du cul! Tu sais, c'est à un moment donné... Mais t'as un point, t'as un excellent montrez-nous que vous êtes fiers pour de vrai, faites des projets. Cette semaine, on parlait avec le docteur Karim El Ayoubi d'une nouvelle drogue illégale qui fait son entrée sur les rues de Montréal, le fameux dilodide, ou plutôt ce qui semble en être, mais qui serait mélangé à de la cochonnerie et qui serait beaucoup plus puissant que du fentanyl. Lorsqu'on parle là, du dilodide, c'est tout dans la famille des narcotiques. On va essayer de démêler ça ensemble. Le dilodide, c'est pas 25 fois plus puissant que le fentanyl. Si on prend le standard que tout le monde connaît, la population générale connaît tous, la bonne vieille morphine. Okay? Ce qu'on appelle le dilodide, okay? Le dilodide de son nom générique hydromorphone, ce qu'on parle dans l'article, c'est 5 fois plus puissant que la morphine. Okay? Donc, vous multipliez par 5 la force. Lorsqu'on parle du fentanyl, c'est environ 100 fois plus puissant que la morphine. Le fentanyl, on peut le donner à l'urgence, on le donne souvent quand on fait des anesthésies aux patients, des patients qui ont beaucoup de douleur, on le donne souvent en dose intraveineuse. La différence, c'est qu'on ne le donne pas en milligrammes, on le donne en microgrammes. Vous comprenez? Si au lieu de donner 50 microgrammes, vous donnez 50 milligrammes, c'est fini, c'est la mort. Non, c'est ça. Donc, exactement. Maintenant, ce que je crois comprendre dans l'article, puis en regardant quand on fouille dans d'autres articles, c'est que les pushers vendraient une drogue ils l'appelleraient faussement dilodide ou hydromorphone, mais ils la couperaient avec de la cochonnerie et ça fait en sorte que c'est pas du vrai dilodide. C'est quelque chose qui serait 25 fois plus puissant que du fentanyl. Là, je vois quelqu'un qui dit que ça devrait être interdit des médicaments comme ça. Ben non, c'est parce que si vous avez une chirurgie de la colonne vertébrale puis on vous met des vis dans la colonne vertébrale, si on interdit ce médicament
médicaments-là, vous allez souffrir le martyre. Je peux vous garantir que du Tylenol puis du Advil, ce sera pas suffisant. Vous allez trouver qu'on est des barbares, là. Donc, mais lorsque vous le prenez, par exemple, à l'hôpital, sous supervision, avec des doses bien administrées, ou par exemple, il y a des gens qui sont en soins palliatifs qui en ont besoin. Par exemple, vous avez des métastases osseuses, vous avez des métastases un petit peu partout à cause d'un cancer généralisé. Les narcotiques peuvent être des médicaments qui vous permettent de vivre au dernier moment en dignité après des chirurgies, ces choses-là. Donc, non, il ne faut pas que ce soit interdit, mais il faut que ce soit interdit de vendre par des pushers, ce qui l'est déjà. Le contrôle est difficile à faire. Là, on a une crise d'opioïdes en ce moment. Juste pour peut-être clarifier un peu, en fait, le Dilaudid, à l'origine, ça sert à quoi en termes en médecine générale? En tant que c'est pas pour ça droguer? Est-ce que c'est vraiment un peu comme un genre de comprimé, comme tu l'as dit? Là, tu le compares à la morphine. C'est-tu vraiment pour avoir le même effet en médecine relié à ça ou ça sert à d'autres choses? Très bonne question. C'est que je vais te donner un exemple. Disons que tu es en soins palliatifs, par exemple. Ça fait longtemps que tu prends de la morphine. Ton système s'habitue beaucoup à la morphine. Donc, ça a pu effet après un bout. C'est ça. Donc, tu switches de molécules. C'est juste, au lieu de donner, par exemple, faut bien que tu fasses ta conversion, par exemple. Donc, tu es habitué au patient de lui donner 10 mg de morphine, par exemple. Tu ne peux pas lui donner 10 mg de Dilaudid. Il va falloir que tu divises par 5, que tu lui donnes 2 mg de morphine. Et même, on suggère d'en donner un au départ parce que tu n'as pas la même accoutumance que tu avais à la morphine. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des gens, parfois, qui vont avoir une réaction, une intolérance. Tu vas avoir une intolérance à la morphine. Tu prends la molécule. Les patients vomissent. Ils ont une intolérance à la molécule elle-même. Tu vas switcher avec du Dilaudid. Ou tu peux switcher avec, par exemple, du Supedol, qui est un autre narcotique, ou avec du Tramadol, qui est un autre narcotique. Le fentanyl, quand on le donne, c'est pour des patients en soins palliatifs qu'on va donner du fentanyl. On le donne sous forme de timbre en microgrammes le plus souvent. C'est des patients, par exemple, qui ont des cancers avec des métastases généralisées, surtout des métastases osseuses, qui souffrent le martyre, et on est rendu à des doses de cheval, de Dilaudid, de morphine, ça fonctionne pas. On a déjà donné la morphine, on a switché au Dilaudid, maintenant on est rendu à donner du fentanyl, mais on le donne sous supervision. Et même parfois, ils vont partir à la maison avec ça, mais ils ont été ajustés à l'hôpital avant. Les doses ont été ajustées, puis on connaît la dose sécuritaire pour le patient. Donc ça, c'est ça l'intérêt d'avoir un éventail de molécules qui est plus grand. Une drogue qu'on va parler, qui s'appelle de la naloxone. C'est quoi la naloxone? Ça peut vraiment sauver la vie si vous avez des gens, parce que des fois, là, le monde ne le dit pas, mais il peut avoir un conjoint, une conjointe qui est narcodépendant, qui va se procurer de la drogue dans la rue, un frère, une sœur, des amis, des connaissances proches. C'est gratuit, la naloxone. C'est un anti-narcotique. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est que la façon que ça fonctionne, les narcotiques, ils vont se loger sur ce qu'on appelle des récepteurs mu dans le cerveau. OK? Les récepteurs mu, c'est quoi? C'est des récepteurs qui vont percevoir la douleur. Ils vont percevoir la douleur et ils vont également donner un sentiment d'euphorie lorsque tu les stimules. C'est-à-dire que la molécule de Dilaudid ou de fentanyl ou de morphine va aller se loger sur ce récepteur-là. En stimulant ce récepteur, ça va bloquer l'influx électrique de douleur. Donc, les patients vont avoir moins mal ou n'auront plus mal du tout. Son effet secondaire, c'est de causer de l'euphorie. Et c'est ça qui cause de la dépendance. Maintenant, sur le plan philosophique, on peut dire, est-ce que vraiment ça cause de l'euphorie ou c'est l'absence de douleur qui cause de l'euphorie, puis on aurait comme toujours un peu mal. Ça fait en sorte qu'on se sent mieux. C'est un petit peu philosophique, là. Est-ce que l'euphorie, c'est l'absence de douleur totale? Bon. Lorsque trop stimulé, trop saturé, les récepteurs mu, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait en sorte que tu arrêtes de respirer. Et lorsque tu arrêtes de respirer, ton cœur arrête de battre. Bon, la naloxone, c'est un antagoniste de ça. Ils vont déloger sur les récepteurs mu du cerveau les molécules de narcotiques, de morphine, de Dilaudid ou de fentanyl. Les kits que vous allez pouvoir avoir pour le commun des mortels, c'est soit injection intramusculaire, soit injection intranasale. Donc, très facile à donner. On pourrait apprendre à un macaque à le faire. Ça y prendrait peut-être une journée d'apprentissage. Donc, pour un être humain, c'est très facile à donner. À l'hôpital, on le donne le plus souvent intraveineux. Mais vous ne pouvez pas donner ça dans le rue intraveineux naturellement. Et puis, ça peut vraiment sauver la vie. Quelque chose d'important à savoir, c'est que oui, ça donne des effets secondaires aussi. Ça peut causer des arythmies, le Narcan, la naloxone, plutôt Narcan, c'est le nom commercial. Ça peut faire en sorte que les patients aient énormément de douleur parce que si c'est des patients qui prenaient déjà des narcotiques, là, vous allez complètement enlever les narcotiques du système. Temporairement, ils peuvent vraiment souffrir. Et sachez que la durée d'action, elle est moins longue que celle d'un narcotique. Donc, le classique, il faut absolument que le patient, une fois que vous avez donné ça, si jamais vous donnez ça à quelqu'un qui est inconscient et vous suspectez fortement qu'il a pris des opioïdes, vous lui donnez, puis il se réveille, il pète le feu. Le classique, c'est qu'il veut s'en aller chez lui, puis il va super bien. Le problème, s'il s'en va chez lui, il va aller se coucher, il va s'endormir, puis il se réveillera pas. Parce qu'une fois que la durée d'action de la naloxone est terminée, tu as encore des narcotiques dans le système, puis ils vont resaturer tes récepteurs, et là, tu vas t'endormir, tu te réveilleras pas. Donc, il faut qu'il y ait à l'urgence, puis nous, on les met sous perfusion de naloxone pendant la nuit. Le prochain extrait vient d'un de mes bulletins de nouvelles humoristiques réservés aux membres Patreon de Yann et Frank, où je présente les meilleurs extraits du podcast du tout nouveau Parti communiste révolutionnaire. J'ai eu du fun.
Trois ne sont que des bandits, ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Oui, 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 oui. Vive les Pee-Wee de Montréal! Oui, c'est une journée spéciale communiste. Je me suis tapé le podcast du tout nouveau Parti communiste révolutionnaire et je vous présente les meilleurs extraits dans toute leur splendeur. Let's go! Si on regarde le capitalisme canadien, il a été très stable pendant les 30 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'était le boom de reconstruction d'après-guerre. Puis à ce moment-là, le capitaliste ou les capitalistes ont donné beaucoup de concessions aux travailleurs. C'était vraiment une période extraordinaire, hein? Ouais, tu sais, c'est le développement de l'État-providence, on a eu la gratuité des soins de santé, l'assurance chômage, des pensions de retraite. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste parce que les capitalistes étaient gentils, hein, qu'ils nous ont donné ces réformes-là. Non, les travailleurs se sont vraiment battus pour obtenir toutes ces concessions-là. Right. Cette époque-là, elle est finie. C'est fini là, le boom capitaliste. Le capitalisme y est entré en crise profonde. Puis ça fait un certain temps là, que c'est fini cette période-là. Là. Tout à fait. Si on se demande les jeunes générations, qu'est-ce qu'ils ont connu du capitalisme? Hein? L'austérité, les guerres, la destruction de l'environnement. Là, on a l'inflation, la crise du coût de la vie. Les loyers sont bien trop chers. On a des jobs de marde, mal payés. Les jeunes, on n'est même pas capable de s'acheter une maison. Fait que c'est clair que pour les jeunes, on n'a aucun avenir en fait sous le capitalisme. Ouais, les enjeux politiques, la réalité du terrain, la sociologie, la culture, l'actualité, l'économie, la pandémie, c'est pas pertinent. Je dirais qu'il y a comme personne, en fait, qui croit vraiment que le capitalisme est un système viable, puis même, surtout, les bourgeois, en fait, les grands chefs d'entreprise, les banquiers, ils croient plus pantoute dans leur système. Hein, si on regarde les taux de croissance, là, au Canada, c'est les plus bas depuis les années 30. Puis là, les capitalistes, ils investissent dans la spéculation et non pas dans la production. Là, ça crée une bulle immobilière. C'est vraiment des parasites, en fait, les capitalistes, là, tu sais. Ils servent à rien, là. Ah, complètement. Puis là, les capitalistes, ils demandent au gouvernement des milliards de dollars pour payer pour partir des nouvelles usines. Si, boire, ça c'est le même genre de monde qui pense que l'inflation c'est la faute de Maxi. Et moi, je pense que la conclusion de ça, c'est que les bourgeois, ils nous mènent la guerre. C'est nous. Ils ont coupé des centaines de milliers de bonnes jobs syndiqués au Canada. Ils laissent s'effondrer le système de santé et d'éducation. Ils privatisent. Ils nous appauvrissent de jour en jour. Il faut se préparer à la guerre des classes. Je pense que c'est pour ça qu'il faut fonder le Parti communiste révolutionnaire. Workers of the galaxy, unite. You have nothing to lose but your restraining fields. Un sondage qui a été fait par l'Institut Fraser l'année passée. Le sondage, il montrait qu'au Canada, il y a 1 million de jeunes Canadiens qui pensent que le socialisme, c'est pas assez puis qu'il faudrait le communisme. Que le communisme serait le système économique idéal. C'est qu'on a voulu tester ce sondage-là. Voir, c'est-tu vrai qu'il y a 1 million de communistes au Canada? Et qu'on a commencé à poser des affiches un peu partout dans toutes les villes au Québec, au Canada. Des affiches qui disaient « Es-tu communiste? Si oui, rejoins-nous. » Puis il y a déjà 2500 personnes qui nous ont écrit. Fait que je pense que c'est clair qu'il y a des centaines de milliers de communistes qui sont tout seuls, chez eux, qui sont isolés. Ça montre qu'on a touché de quoi, en fait, là, qu'on n'est pas si fou que ça. Là, ça représente quelque chose. Ça représente 1/4%, ton 2500. On est encore loin du million, là. Tu sais, parfois, quand on entend le mot parti politique, là, le poil nous irrisse, hein? Parce que, tu sais, on a un préjugé défavorable envers le mot parti, puis on comprend, parce que les autres partis, c'est quoi? C'est rempli de carriéristes, c'est des jeux de coulisses, c'est l'électoralisme, le cynisme. Ça fait dur, là. Ah ouais? Puis c'est soit des partis de la bourgeoisie. C'est nous. Hein, pour défendre les intérêts de la bourgeoisie, ou bien c'est des partis de gauche qui veulent pas vraiment lutter contre le capitalisme, qui ont accepté le capitalisme, qui essaient de plaire à l'establishment. Mais nous, on n'est pas un parti électoral. Hein, on est un parti de la rue, un parti des piquets de grève, un parti de militants, d'agents de la révolution communiste, qui sont actifs là, à tous les jours pour amener la solution communiste. Et ça implique? C'est quoi qu'on entend, en fait, par le communisme? Je dirais d'abord, si on possède pas la richesse, si on la contrôle pas, on peut pas non plus la gérer. Fait que le but du communisme, c'est d'abord de prendre collectivement contrôle des grandes entreprises, des grandes ressources pour la collectivité, hein, qui sont prises par la classe ouvrière. D'instaurer donc une économie planifiée, hein, une planification de la production en fonction du besoin, pas des profits, puis une planification qui soit démocratique, faite par les travailleurs eux-mêmes. Fait que le communisme, en fait, c'est une société sans classe, hein, sans oppression, sans exploitation, qui est véritablement démocratique. Mais on s'entend qu'on ne peut pas arriver au socialisme, au communisme du jour au lendemain. Hein. Ça demande une certaine période de transition. Puis, je pense qu'il faut être là, cette transition
transition-là doit commencer par quelque part et ça commence par exproprier les grands piliers de l'économie, les banques, les grandes entreprises privées, puis les mettre sous le contrôle démocratique de la classe ouvrière, comme tu as mentionné, Vincent. Ça signifie d'exproprier aussi les fortunes des riches, de les redonner à la population pour financer nos services publics, la santé, les écoles, pour obtenir finalement des logements décents, tout ce genre de choses-là. Et aussi comme ça, de donner un travail et un salaire décent pour tous, qui permet aux gens de subvenir à leurs besoins. On termine avec Jacinthe Evarel qui parle de la nouvelle menace de François Legault, tenir un référendum sur la question de l'immigration massive au Québec. Dire la menace référendaire sur une question d'immigration, c'est un aveu de faiblesse de la part de Québec face à Ottawa, d'avoir des leviers réels, puis une stratégie forte, une stratégie concrète pour réussir à négocier en notre faveur certains éléments en lien avec l'immigration. Quand t'es rendu que tu menaces de faire un référendum sur cette question-là, c'est un aveu de faiblesse suprême, je pense. Mais l'autre chose, c'est admettons qu'on avait un référendum sur la question de l'immigration, puis que les Québécois sont sondés là-dessus, puis admettons qu'on avait un résultat très fort, très parlant sur une question bien claire sur l'immigration. En quoi Justin Trudeau serait contraint de se plier à un résultat référendaire sur une question d'immigration? J'y vois même pas comment c'est purement symbolique. Ben, c'est symbolique, parfaitement, exactement. Et alors là, on va faire un exercice qui coûte relativement cher pour un symbole, pour faire plier le premier ministre actuel sur la question de l'immigration. Je ne comprends pas où la force dans cette stratégie-là, mais pour moi, c'est juste encore plus un aveu de faiblesse sur la question de l'immigration. De toute façon, continuons sur cette hypothèse-là qu'on a un résultat fort à un éventuel référendum sur une question ou des questions liées à l'immigration. Bon, là, on a nos résultats forts. Admettons qu'on a des résultats forts. Justin Trudeau n'est pas contraint de s'y conformer d'une quelconque façon. Admettons que Justin Trudeau fait comme, je reconnais qu'il y a une volonté générale, mais je bouge pas. Hey, là, t'imagines-tu la défaite pour Québec? On s'est poussé nous-mêmes dans nos derniers retranchements jusqu'à mettre en place une espèce de stratégie de relations publiques pour faire une démonstration de force par une consultation populaire, mais finalement, ça donnera rien. Si jamais Justin Trudeau voulait pas bouger sur cette question-là. C'est ça. En bon québécois, on s'est rendu sur le fer. Là. On n'aurait plus rien du tout. Là. Poussons l'hypothèse loin. Là. On pousse un matin, on pousse au fond. La question de l'immigration, là, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a une pression forte sur le logement. Là, on a toutes sortes de visions différentes sur comment on peut résoudre les problématiques d'accès au logement, puis d'accès à la propriété, puis d'offres de logement. Puis bon, certains collent cette problématique-là plus à l'immigration que d'autres. Mais si on va plus loin dans la question de l'immigration, sur les seuils d'immigration, veux-tu moins d'immigration temporaire, par exemple, là, notamment ce que plaide François Legault, il dit qu'il faut diminuer le nombre d'immigrants temporaires parce que ça explose. On les enlève où et à qui? Et là, la guerre va pogner parce que est-ce que les universités veulent moins d'immigrants temporaires? Donc, la catégorie des étudiants, c'est des immigrants temporaires. Est-ce qu'on va dire aux universités québécoises, vous allez baisser de 10, 20, 30% le nombre d'étudiants que vous accueillez? Absolument pas, parce qu'ils sont extrêmement payants pour nos universités, les étudiants étrangers. Ils payent 5 fois le prix. Ils payent 5 fois les frais de scolarité que les Québécois payent. C'est une minorité de l'immigration aussi. Oui. Je comprends que ça en fait partie de l'immigration globale du Canada, mais sachant, moi, dans ma tête, la première immigration que tu ne touches pas, ou du moins que je considère pas comme un problème, c'est bien sûr les étudiants étrangers. Justement, ils nous rapportent du cash, c'est des brains, peut-être possiblement qu'ils vont rester ici, donc ça va être bénéfique pour nous autres d'un transfert de savoir d'une nation à l'autre. Bien sûr, c'est eux autres qui vont décider, on les oblige pas à rester ici, bien évidemment. Puis ces gens-là, s'ils viennent jusqu'ici pour étudier, c'est qu'ils ont du cash. Tu sais, c'est que autant qu'ils vivront pas, peut-être pas comme Crésus, mais dans le sens que, tu sais, par rapport à leur nombre, leur pression sur nos systèmes et nos programmes sociaux, c'est des peccadilles, là. Au contraire, c'est pas eux qui prennent les logements à prix modique. Ben, c'est ça. Autant que oui, au niveau du logement, il y aurait peut-être de quoi à faire là. Sachant qu'on parle d'étudiants, c'est pas nécessairement ceux qui utilisent des maisons, bien évidemment, ils sont en logement ou en résidence scolaire. À part de ça, moi, personnellement, je comprends pas pourquoi c'est dans le débat présentement de vouloir prendre moins d'étudiants. Mais non, au contraire, c'est eux autres que tu gardes en premier. Moi, c'est ceux qui causent le moins
moins de problèmes. On parle vraiment de tout ce qui est le statut de réfugié, l'immigration illégale qui arrive par les aéroports, les gens qui décident de visiter puis qui s'en vont pas après. C'est ça. Je trouve que ça, c'est un peu spécial. Là. Non, mais là, de toute façon, si on a des référendums à tenir, j'espère que c'est pas la première question la plus urgente sur laquelle on doit consulter les citoyens en ce moment. Là. En effet. On a promis un médecin de famille à chaque Québécois. On est encore au même statut de Québécois sans médecin de famille. Au Québec, on est au même taux que du temps des libéraux. Le taux de Québécois qui a un médecin de famille, pas assigné à un GMF. Là. Hein, on en a déjà parlé. Mais comme toi, Jacinthe. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas avoir un médecin de famille. Mais le taux de Québécois qui n'a pas de médecin de famille est demeuré le même sous la CAQ que sous les libéraux. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que Les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur YouTube et sur le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.